Le 4 août 2025, Rheinmetall, à White Sands, au Nouveau-Mexique, a procédé au lancement du premier missile GMARS, Global Mobile Artillery Rocket System, développé en collaboration avec Lockheed Martin, portée 400 km. Coût par projectile, plus de 100 000 $. L'Allemagne revient à l'artillerie de roquettes, après 80 ans. Mais, en 1942, l'Allemagne produisait déjà le système de roquettes le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale. Pas pour sa précision, pas pour sa portée, mais pour la terreur qu'il inspirait. Cette arme s'appelait Nebelwerfer, et les soldats alliés la surnommaient Mimi la gémissante, wegen des Geräusch, das Männer in Panik versetzte, bevor die erste Rakete einschlug, à cause du son, ce son qui semait la panique avant même que la première roquette n'impacte le sol. 6 juin 1944. Le jour J, Normandie, 6h30 du matin. Les soldats américains à Omaha Beach se frayaient un chemin à travers les mines, les tirs de mitrailleuses, l'artillerie, mais plus tard, dans leurs rapports, beaucoup ont écrit à propos d'une autre arme. Une arme qui n'était pas précise, qui n'était même pas particulièrement mortelle, mais qu'ils craignaient plus que tout. Le hurlement, le cri, le gémissement venant du ciel. Mimi la gémissante, un fantassin américain, le soldat Paul Dubois, de la 1re division d'infanterie, écrivit dans son journal. Le bruit est arrivé en premier, un hurlement comme celui de fantôme, puis le sifflement, puis le crissement, et là, on savait, Nebelwerfer. Certains hommes se jetaient à terre, certains criaient, certains priaient, et ça, c'était avant que les roquettes n'atterrissent. Qu'était-ce que le Nebelwerfer? Techniquement, un lance-roquettes multiple, 6 tubes, calibre de 150 mm, portée 6 à 7 km. Chaque roquette pesait 35 kg. Charge explosive, 2,5 kg. Pas beaucoup, comparé à l'artillerie. Un obus de 150 mm contenait plus d'explosifs. Mais le Nebelwerfer tirait 6 roquettes en 10 secondes. 6 projectiles hurlants, crissant, gémissant, simultanément dans le ciel. Et ce seul bruit brisait le moral. Pourquoi ce bruit était-il si terrifiant? Parce qu'il comportait 3 composantes. Premièrement, le hurlement au lancement. Les roquettes étaient lancées depuis des tubes. Le moteur de la roquette, en s'allumant, produisait un hurlement profond et perçant. 100 à 200 Hz. La fréquence du danger, de l'alerte, de la menace. Le cerveau humain réagit de manière évolutionnaire à ces sons. Deuxièmement, le sifflement en vol. Quand les roquettes volaient, elles sifflaient à cause de l'aérodynamique, à cause des ailettes de stabilisation. Un sifflement aigu et strident, 400 à 600 Hz. La fréquence de la douleur, de la peur. Troisièmement, le crissement en descendant. Quand les roquettes atteignaient leur point culminant et redescendaient, elles crissaient. Le son devenait plus fort, plus proche, inévitable. Et les soldats savaient, dans 3 secondes, ça explose. Des officiers britanniques, lors de la campagne de Normandie, ont cité le Nebelwerfer comme l'arme allemande la plus redoutée qu'ils aient rencontrée. Pas le char Tigre, pas le canon anti-aérien de 98 mm, le Nebelwerfer. Pourquoi? Un major britannique, dont le nom est censuré dans les rapports, écrivit en juin 1944. On peut voir un char, on peut entendre l'artillerie et se baisser. Mais Mimi la gémissante arrive sans avertissement. On entend le hurlement. On sait que 6 roquettes sont en route. On ne sait pas où elles vont atterrir. On ne peut rien faire. On ne peut qu'attendre. Et cette attente est une torture. C'est le cœur de la guerre psychologique, l'impuissance. Quand un soldat a le sentiment qu'il peut faire quelque chose, il reste calme, il peut se mettre à couvert, il peut riposter, il peut se déplacer. Mais contre Mimi la gémissante,
Ils ne pouvaient rien faire. Le bruit disait « La mort arrive, quelque part dans ce secteur, peut-être sur toi, peut-être pas, mais tu ne peux rien y faire. » Des rapports de terrain de l'armée américaine. De la bataille de Normandie, déclassifié en 1985, documente les faits, un rapport du 12 juin 1944, 2e division d'infanterie, attaque de Nebelwerfer sur nos positions à 14h20, 6 salves, estimées à 36 roquettes, pertes réelles, 4 morts, 11 blessés, mais la compagnie s'est temporairement effondrée, les hommes ont quitté leur position, les ordres ont été ignorés. La réorganisation a duré 40 minutes. Effet opérationnel, attaque retardée de 2 heures. Relisez ça, 36 roquettes, 4 morts. Mais l'attaque a été retardée de 2 heures. C'est la guerre psychologique, perfectionnée. Les roquettes n'ont pas tué beaucoup, mais elles ont paralysé l'unité. Retour sur investissement. Une roquette Nebelwerfer coûtait environ 200 Reichsmark, 36 roquettes, 7200 Reichsmark. Pour cela, les Allemands ont gagné 2 heures et ont fait craquer une compagnie alliée. Un missile GMLRS coûte aujourd'hui plus de 100 000 $. 36 GMLRS, 3,6 millions de $. Quel système est le plus efficace? Mais voici la question, que le Pentagone a classifiée. Pourquoi les contre-mesures modernes n'ont-elles pas fonctionné? Les soldats américains étaient entraînés, ils avaient connu l'artillerie, ils avaient survécu à des frappes aériennes. Mais Mimi, la gémissante, les a brisés. Pourquoi? La réponse réside dans quelque chose que les psychologues militaires n'ont compris que des décennies plus tard. La menace nouvelle. Le cerveau humain peut s'adapter aux menaces connues. Après la 3e, la 4e, la 5e attaque d'artillerie, un soldat apprend « Je peux survivre, j'entends le sifflement, je me baisse, je reste en vie ». Le cerveau se conditionne, mais le Nebelwerfer était nouveau. Il sonnait différemment, il se comportait différemment. Il était imprévisible, et le cerveau ne pouvait pas s'adapter. À chaque fois que le hurlement arrivait, l'amygdale réagissait, nouvelle menace, inconnue, alerte maximale. Les ingénieurs allemands n'avaient pas prévu ça. Le Nebelwerfer a été initialement développé comme un lanceur de fumée, Nebelwerfer, lanceur de brouillard, pour projeter de la fumée afin de dissimuler les mouvements de troupes, mais ensuite ils ont découvert nous pouvons tirer des roquettes explosives avec ça. Et ensuite, les soldats alliés ont découvert le bruit est horrible. Et ensuite, les commandants allemands ont découvert l'effet psychologique est plus précieux que la destruction. Rheinmetall et Lockheed Martin construisent en 2025 le GMARS. Précis, cher, de haute technologie. Mais en 1942, l'Allemagne construisait le Nebelwerfer, imprécis, bon marché, simple. Et le Nebelwerfer avait plus d'effet tactique par Reichsmark que presque toute autre arme. C'est la philosophie de l'ingénierie allemande. Maximiser l'impact. Minimiser les coûts, 2025 et 1942. Technologies différentes, même état d'esprit, il existait plusieurs versions du Nebelwerfer. Le Nebelwerfer 41 de 150 mm était le plus courant, 6 tubes. Mais il y avait aussi le Nebelwerfer 42 de 210 mm, 5 tubes. Des roquettes plus grosses, plus d'explosifs, un son encore plus terrifiant. Et puis, il y avait des versions mobiles sur des semi-chenillés, appelé Panzerwerfer, 10 tubes, 150 mm. 10 roquettes hurlantes en 15 secondes, depuis un véhicule en mouvement, tirer et s'en aller, avant que l'artillerie alliée ne puisse répondre. Les soldats américains en Italie, en 1943 et 1944, ont donné au Panzerwerfer un autre surnom, Mimi, hurlante, à cause du bruit encore plus intense des 10 roquettes tirées simultanément. Un soldat Paul Dubois écrivit à sa mère « Maman, j'ai entendu l'artillerie, j'ai entendu les bombes.
Mais Mimi hurlante, c'est comme si l'enfer lui-même hurlait. C'est là, le génie de la terreur du lance-roquettes de brouillard. C'est viscéral, pas intellectuel. On n'explique pas à un soldat que les lance-roquettes de brouillard sont statistiquement moins mortels que l'artillerie. On ne lui montre pas les chiffres parce que la peur n'est pas rationnelle. La peur est instinctive. Et le lance-roquettes de brouillard activait l'instinct, une terreur pure, incontrôlable. Les troupes soviétiques sur le front de l'Est ont intensément vécu les lance-roquettes de brouillard. Elles leur ont donné leur propre nom, Vanyusha, Ishak, Skripouka. Skripouka signifie « la grinçante ». Les soldats soviétiques décrivaient le même phénomène que les soldats alliés à l'Ouest. Le bruit était pire que l'explosion. Un ancien combattant soviétique a écrit dans ses mémoires « J'ai survécu à Stalingrad, j'ai survécu à Koursk. Mais j'ai craint Skripouka plus que les chars allemands, parce que les chars te tuent, Skripouka te torture d'abord. » La doctrine tactique allemande tirait parti de cela. Les lance-roquettes de brouillard n'étaient pas utilisés pour des tirs de précision. Ils étaient utilisés pour des barrages, pour des attaques psychologiques, pour la démoralisation. Les commandants allemands employaient les lance-roquettes de brouillard avant les attaques d'infanterie. 6 salves sur les positions ennemies, pas pour détruire, pour effrayer, pour briser la discipline, et ensuite, l'infanterie allemande attaquait contre des ennemis démoralisés, effrayés, désorganisés. Un rapport classifié de l'armée américaine datant d'Anzio, en Italie, en février 1944, analyse précisément cette tactique. Citation. Les attaques des lance-roquettes de brouillard allemands suivent un schéma. 5 à 10 minutes avant l'attaque de l'infanterie. Le but n'est pas l'anéantissement. Le but est la confusion. Nos troupes réagissent avec pank. La communication s'effondre. L'infanterie allemande exploite le chaos. Contre-mesure, entraîner les soldats à tenir leur position pendant les tirs des lance-roquettes de brouillard. Taux de réussite, limité. L'armée américaine admettait « Nous ne pouvons pas efficacement entraîner nos soldats contre Mimi la gémissante. » C'est un aveu remarquable. L'armée la plus puissante du monde ne pouvait pas endurcir ses hommes contre un bruit, pas contre les roquettes, contre le bruit. Il y a eu des tentatives. Des camps d'entraînement en Angleterre, avant le jour J, diffusaient des enregistrements des bruits des lance-roquettes de brouillard. Les soldats étaient censés s'y habituer. Désensibilisation par exposition. Cela a-t-il fonctionné? Partiellement. Les soldats qui avaient entendu les enregistrements réagissaient un peu moins paniqués, mais seulement un peu, parce qu'un enregistrement dans un camp d'entraînement sécurisé n'est pas la même chose que le vrai hurlement. Quand on sait que 35 kilos d'explosifs arrivent sur vous, le Pentagone a étudié cela en détail après la guerre. Des rapports du Centre médical de l'armée Walter Reed, déclassifiés en 1988, analysaient pourquoi la guerre psychologique auditive est-elle si efficace. La réponse, parce que le son est inévitable. On peut fermer les yeux, on peut se retourner, mais on ne peut pas fermer ses oreilles. Le son pénètre, il remplit l'espace, il remplit votre tête. Et si ce son est associé à la mort, il devient une arme. Les lance-roquettes de brouillard ont été produits en grande quantité, des milliers d'unités, faciles à construire, peu coûteux à fabriquer. Les tubes étaient de simples tubes d'acier. Les roquettes étaient relativement simples. Propulsion à propergole solide, tête explosive, aileron de stabilisation, pas d'électronique complexe, pas de commande de précision, simple et efficace. Exactement le contraire de GMARS 2025, qui utilise la navigation par satellite, le guidage GPS, les contre-mesures électroniques. Mais voici la tournure ironique. HIMARS, le prédécesseur de GMARS, a un problème. Le brouillage électronique russe réduit considérablement sa précision. Des rapports de 2024 ont montré les roquettes HIMARS
manquaient leur cible de plus de 15 mètres à cause du brouillage. L'arme de haute précision et coûteuse devenait imprécise. Quel est alors son avantage par rapport aux armes bon marché et imprécises? La question est inconfortable, mais légitime. Le lance-roquette de brouillard n'avait pas de précision, il n'avait pas de GPS, il n'avait pas de guidage. Il visait une zone, pas une cible. La dispersion était énorme. Sur 6 roquettes, peut-être que 2 atterrissaient dans le rayon prévu de 100 mètres, mais cela n'avait pas d'importance, parce que le but n'était pas la destruction. Le but était la démoralisation. Et pour cela, les roquettes n'avaient pas besoin d'être précises, elles avaient juste besoin de hurles. Les soldats américains ont développé des mécanismes d'adaptation. Certains chantaient pour couvrir le bruit, certains hurlaient en retour, certains priaient à voix haute, mais rien ne fonctionnait. Vraiment, le hurlement pénétrait toujours. Un vétéran de la 101st Airborne l'a décrit dans une interview en 1979. On essayait de l'ignorer. On essayait d'être dur, mais quand on entendait le hurlement, tout se contractait en vous, l'estomac, la poitrine, l'esprit. C'était comme un coup physique, avant même que la roquette n'atterrisse. C'est la preuve que le lance-roquette de brouillard était plus qu'une arme. C'était un instrument psychologique, un outil de terreur, produit industriellement, utilisé massivement, et il fonctionnait, pas par une technologie supérieure, pas par la précision, mais par la compréhension que la guerre commence dans la tête. Si vous contrôlez la tête de l'ennemi, vous contrôlez le champ de bataille. Rheinmetall construit GMARS en 2025. L'Allemagne revient à l'artillerie de roquettes. Mais la philosophie est différente. GMARS vise la précision, des dommages collatéraux minimaux, des frappes chirurgicales. C'est la doctrine de l'OTAN. C'est la guerre moderne. Mais en 1942, l'Allemagne pensait différemment, maximiser l'impact psychologique. Si une roquette cause de la terreur, elle est plus efficace qu'une roquette qui ne fait que détruire. Cette leçon n'a pas disparu. La Russie utilise des systèmes de roquettes Grad en Ukraine avec la même philosophie. Des salves massives, pas pour la précision, pour la terreur, pour la démoralisation. Grad signifie grêle. Et comme la grêle, les roquettes pleuvent, au hasard, bruyantes. Anxiogène, c'est la philosophie du lance-roquette de brouillard avec la technologie moderne. Bon marché, simple, psychologiquement dévastateur. La question est, l'Occident a-t-il compris cela? Ou l'Occident a-t-il oublié que la terreur est une arme? GMARS coûte des millions en développement. Les roquettes GMLRS coûtent plus de 100 000 $ l'unité. Mais un projectile Grad coûte peut-être 10 000 $. Et si le but est la guerre psychologique, quel système gagne? Le Pentagone a classifié les études sur les lance-roquettes de brouillard jusqu'en 1985. 40 ans. Pourquoi? Parce qu'ils ont admis que des armes bon marché et imprécises brisaient psychologiquement les soldats américains. Pendant la guerre froide, le Pentagone ne voulait pas que les Soviétiques sachent la simple guerre psychologique fonctionne contre les troupes américaines. Alors ils l'ont classifié. Jusqu'à ce que presque tous les anciens combattants soient morts, jusqu'à ce que la honte soit enterrée. Mais maintenant, en 2025, Rheinmetall et Lockheed Martin construisent ensemble des systèmes de roquettes. L'Allemagne et l'Amérique, partenaires, alliés, ont-ils tiré les leçons de 1942? Ont-ils compris que la guerre psychologique est tout aussi importante que la précision cinétique? La réponse est partiellement. Le GMARS a la capacité de produire un effet psychologique, des salves massives, beaucoup de roquettes simultanément, mais les coûts sont prohibitifs. On ne peut pas lancer des centaines de roquettes GMLRS pour un effet psychologique. Chacune coûte plus de 100 000 $. Mais le Nebelwerfer pouvait lancer des centaines de roquettes, parce que chacune ne coûtait que 200 Reichsmark.
C'est le dilemme de la guerre moderne. La précision coûte cher. La terreur est bon marché. Et parfois, la terreur est plus efficace. Maintenant vient la partie que je vous ai promise. La partie qui explique pourquoi les soldats alliés craignaient davantage Mimi la gémissante que les chars Tiger. Cela réside dans la nature de la peur humaine. On peut combattre un char, on a des armes anti-chars, on a des tactiques, on a de l'espoir. Mais contre un bruit, que faites-vous contre un bruit? Cette question, les psychologues alliés se la sont posée après la guerre. Et ils sont arrivés à une conclusion troublante. On ne peut pas faire grand-chose. Le cerveau humain est évolutionnairement programmé pour réagir aux menaces auditives. Un prédateur dans l'obscurité, un cri de danger. Et si cette menace est, de plus, associée à une explosion réelle, le conditionnement devient inévitable. Bruit égale mort, et le cerveau passe en mode survie. Le Nebelwerfer a weaponisé cette réaction évolutionnaire parfaitement, et les Allemands le savaient. Des rapports d'unités allemandes montrent les commandants utilisaient le Nebelwerfer spécifiquement pour des attaques psychologiques. Un rapport de la 21e Panzerdivision, juin 1944. Normandie. L'utilisation du Nebelwerfer avant une contre-attaque est très efficace. Troupes alliées démoralisées. Peu de résistance lors de l'attaque. Recommandation, plus de batteries de Nebelwerfer, mais maintenant vient quelque chose qui ne figure que dans des documents classifiés. Le Nebelwerfer avait un autre effet. Il a fondamentalement influencé la tactique alliée. Les commandants alliés devaient tenir compte de la menace du Nebelwerfer. Cela signifiait que les troupes devaient être plus largement dispersées. Les positions concentrées étaient vulnérables aux salves de Nebelwerfer. Pas à cause de la destruction, à cause de la panique. Si une unité concentrée subissait un tir de Nebelwerfer et paniquait, toute l'unité s'effondrait. Donc, les commandants alliés dispersaient leurs hommes. Cela réduisait l'efficacité, cela compliquait la communication, cela affaiblissait la force d'attaque, tout à cause de Mimi la gémissante. C'est le prix caché des armes psychologiques, la redistribution des ressources. Le Nebelwerfer a forcé les Alliés à adapter toutes leurs tactiques. Non pas parce qu'il était mortel, mais parce qu'il était terrifiant. Une arme qui coûte 200 Reichsmark a forcé l'armée la plus riche du monde à investir des milliards dans des ajustements tactiques. C'est le retour sur investissement dans sa forme la plus extrême. La doctrine de l'artillerie américaine a changé après la Normandie. Nouvelle priorité, localiser et détruire les batteries de Nebelwerfer immédiatement, avant tout le reste. Pourquoi ? Parce que les Nebelwerfer ne tuaient pas seulement des soldats, ils détruisaient le moral. Et le moral était plus important que le matériel. Un régiment démoralisé était inutile, peu importe son équipement. Mais trouver les Nebelwerfer était difficile. Ils étaient mobiles, surtout le Panzerwerfer sur des véhicules semi-chenillés, tirer, bouger, disparaître. Tactique de guérilla avec l'artillerie. Les tirs de contre-batterie alliés frappaient souvent des positions vides. Le Panzerwerfer était déjà parti. Et puis, 1 heure plus tard, il hurlait à nouveau, d'une autre position. Même effet psychologique. Nouveau lieu. Les commandants britanniques, en Normandie, écrivaient avec frustration à propos de ce problème. Un rapport du Feldmaréchal Montgomery, juillet 1944. Les Nebelwerfer allemands sont une plaie persistante. Nous détruisons des batteries, mais de nouvelles apparaissent. L'effet psychologique sur nos troupes est considérable. Recommandations, reconnaissance aérienne intensive, réponse d'artillerie immédiate, mais Montgomery a admis, c'est un jeu du chat et de la souris, et la souris gagne souvent. C'est remarquable. Montgomery, l'un des commandants alliés les plus performants, a admis « Nous n'avons pas de contre-mesure efficace contre les Nebelwerfer, pas contre l'arme elle-même, contre l'effet psychologique. On peut détruire une batterie, mais on ne peut pas détruire la peur. La peur reste dans la tête des soldats
Et au prochain hurlement, elle revient. Les troupes soviétiques ont développé leur propre réaction. Katyusha, le lance-roquettes multiple soviétique, BM-13, 16 tubes, 132 mm, salve massive. Les soviétiques n'ont pas copié directement le Nebelwerfer, mais ils ont compris le principe. Un tir de roquette massif produit un effet psychologique. Katyusha était appelé l'orgue de Staline, à cause du bruit. Et les soldats allemands la craignaient autant que les soldats alliés craignaient Mimi la gémissante. C'est la vérité universelle sur l'artillerie à roquettes. Le bruit fait partie de l'arme. Pas un effet secondaire, une partie de la conception. Katyusha hurlait, Nebelwerfer hurlait, Grad hurle aujourd'hui. Ce n'est pas un hasard. C'est de la psychologie, wéaponisée par le son. Le GMARS 2025 ne hurle pas. Les roquettes GMLRS sont relativement silencieuses. Les roquettes précises, avec des moteurs à propergol solides, produisent moins de bruit. Est-ce mieux? Tactiquement, oui. Psychologiquement, peut-être pas. Si le but est la démoralisation, le bruit est une caractéristique, pas une faiblesse. La doctrine militaire occidentale moderne pense différemment. Elle pense minimiser les dommages collatéraux, maximiser la précision. Mais en 1942, l'Allemagne pensait maximiser l'effet, peu importe comment. Et l'effet était dévastateur. Il existe des témoignages de survivants du Nebelwerfer qui étaient encore traumatisés des décennies plus tard. Le SSPT, syndrome de stress post-traumatique, n'était pas encore officiellement reconnu après la Seconde Guerre mondiale, mais les vétérans en souffraient, et beaucoup souffraient spécifiquement à cause de Mimi la gémissante. Des entretiens des années 1970 et 1980 montrent les vétérans entendaient le hurlement dans leurs rêves. 30, 40 ans plus tard, le bruit était gravé dans leur cerveau. Un vétéran américain, interviewé en 1982, a décrit « Je l'entends encore parfois, la nuit, dans le demi-sommeil, le hurlement. Et pendant un moment, je suis de retour là-bas, en Normandie, dans la tranchée, et j'attends que les roquettes s'écrasent. C'est le prix à long terme de la guerre psychologique, pas les pertes immédiates, mais le traumatisme à vie. Le Pentagone a étudié cela. Des rapports classifiés des années 1950 et 1960 ont analysé quelles armes causent le plus de traumatisme psychologique. Le Nebelwerfer figurait dans le top 5 de la liste, avec les lance-flammes, les raids aériens, les barrages d'artillerie. Mais le Nebelwerfer était unique, parce que le traumatisme ne venait pas de la destruction, mais de l'anticipation, de l'attente de l'impact, de l'impuissance. La psychologie militaire moderne comprend mieux cela aujourd'hui. Mais en 1942, c'était nouveau. Les Allemands l'ont découvert par hasard. Ils n'ont pas conçu le Nebelwerfer comme une arme psychologique. Ils l'ont construit comme un lance-roquette. Mais ensuite, ils ont vu son effet. Et ils l'ont exploité. C'est de l'ingénierie de guerre opportuniste. Un effet secondaire devient l'effet principal. Rheinmetall et Lockheed Martin construisent le GMARS avec intention. Chaque aspect est planifié. Portée, 400 km. Précision. Guidage GPS. Capacité de chargement. 4 missiles PRSM ou 12 GMLRS. Mobilité. Camion Rheinmetall HX. Tout est méticuleusement pensé. Mais l'impact psychologique est-il pris en compte? Probablement pas. La doctrine occidentale moderne se concentre sur les effets cinétiques. Les effets psychologiques sont secondaires, mais la Russie pense différemment. Les systèmes GRAD en Ukraine sont utilisés pour un impact psychologique. Des salves massives sur les villes, pas sur les objectifs militaires. Les villes, les civils, la terreur. C'est la philosophie du Nebelwerfer avec des roquettes modernes. Et ça fonctionne. Les civils ukrainiens fuient. Le moral baisse. La résistance s'affaiblit. Non pas parce que le grade est précis, mais parce que c'est bruyant, chaotique, effrayant. La question pour l'Occident est la suivante.
Les armées éthiques peuvent-elles utiliser la guerre psychologique? Ou est-ce réservé aux autocraties? La doctrine de l'OTAN dit minimiser les pertes civiles, frappe de précision, proportionnalité. Mais que se passe-t-il si l'ennemi pense différemment? Que se passe-t-il si l'ennemi utilise des armes psychologiques bon marché imprécises? Comment répondre? Cette question est inconfortable, mais importante. Parce que le Nebelwerfer en 1942 a prouvé « les armes psychologiques fonctionnent ». Contre des soldats bien entraînés, bien équipés, motivés, les GI américains, les Tommy britanniques, les gardes soviétiques, tous craignaient Mimi la gémissante, tous en ont souffert. L'entraînement a minimalement aidé, l'équipement n'a pas aidé. La peur est restée, cela signifie la leçon de 1942 est pertinente en 2025. La guerre psychologique n'est pas obsolète, elle est intemporelle, parce que les humains sont intemporels. Le cerveau humain n'a pas changé depuis 1942. L'amygdale fonctionne de la même manière, la peur fonctionne de la même manière, la terreur fonctionne de la même manière, la technologie change, la nature humaine non. Rheinmetall revient à l'artillerie de roquettes en 2025. Mais l'Allemagne revient-elle à la guerre psychologique? Probablement pas, pas consciemment. Le GMARS est une arme de l'OTAN, développée selon les normes de l'OTAN. Précision, éthique, proportionnalité, mais l'histoire reste, le souvenir reste, Mimi la gémissante reste un symbole de la terreur par le son, de la guerre dans la tête. Et maintenant vient la partie que le Pentagone a classifiée le plus longtemps, la partie qui remet en question les hypothèses fondamentales sur la guerre moderne. La découverte a été la suivante. La rentabilité favorise les armes psychologiques, toujours. Dans des études classifiées du Pentagone de 1960, les analystes ont calculé combien coûte-t-il de rendre une division ennemie incapable de combattre. Avec l'artillerie conventionnelle, X millions de dollars. Avec des frappes aériennes, Y millions de dollars. Avec de l'artillerie de roquettes psychologiques similaires au Nebelwerfer, une fraction. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas nécessaire de détruire la division. Il suffit de l'effrayer. Et effrayer est bon marché. Cette conclusion était dangereuse, parce qu'elle signifiait l'armée la plus riche ne gagnera pas nécessairement. L'armée la plus intelligente gagne. L'armée qui comprend que la guerre se décide dans la tête, pas sur le champ de bataille. Et en 1942, l'Allemagne comprenait cela mieux que les Alliés. Mais les Alliés ont appris. Après la Seconde Guerre mondiale, chaque armée occidentale a intégré des opérations psychologiques. Les unités PSYOPS sont devenues standards. Non pas à cause d'une innovation occidentale supérieure, mais à cause des leçons allemandes. Le Nebelwerfer a enseigné « La terreur est une arme. Utilisez-la ». Aujourd'hui, en 2025, chaque armée moderne utilise la guerre psychologique, propagande, désinformation, cyberattaque. Tout vise la tête, pas le corps. C'est la philosophie du Nebelwerfer, numérisé. La technologie change. Le principe reste, attaquer l'esprit, et le corps suit. La Russie en Ukraine le montre parfaitement. Des salves massives de roquettes Grad sur les villes. Le but n'est pas la destruction militaire, le but est la démoralisation civile. Flux de réfugiés, panique, effondrement de l'ordre. Ça fonctionne, non pas parce que le grade est précis, mais parce que c'est effrayant. Tout comme Mimi la gémissante en 1942, la réponse occidentale est la précision. HIMARS frappe des cibles militaires, minimum de civils, éthique. Mais tactiquement, HIMARS est cher, les munitions sont limitées, la Russie tire des centaines de roquettes Grad, l'Amérique tire des dizaines de HIMARS, volume contre précision. Quelle stratégie gagne? L'histoire n'est pas encore écrite. Mais le Nebelwerfer, en 1942, suggère « le volume peut vaincre la précision si le but est la psychologie ». C'est la vérité inconfortable à laquelle le GMARS est confronté en 2025. Rheinmetall et Lockheed Martin
construisent le meilleur système au monde, technologiquement, mais est-ce le plus efficace? Si un ennemi utilise des roquettes psychologiques bon marché, bruyantes, la réponse est incertaine. Et cette incertitude explique pourquoi le Pentagone a classifié les études sur le Nebelwerfer pendant 40 ans. Mimi la gémissante était plus qu'une arme. C'était un changement de paradigme. Elle a montré que la guerre n'est pas seulement de la physique, c'est de la psychologie. Et la psychologie est moins chère, plus efficace, plus durable que la physique. Une bombe détruit un bâtiment, mais un bruit détruit le moral. Et le moral gagne les guerres. Ces histoires ne sont pas seulement du passé, ce sont des leçons pour aujourd'hui. Si vous appréciez cette vérité historique, si vous voulez comprendre comment la guerre fonctionne, vraiment, au-delà de la technologie et de la tactique, alors soutenez cette chaîne. Super Thanks m'aide à plonger plus profondément dans les archives, à rechercher plus de documents déclassifiés, à révéler plus de vérités cachées, parce que l'histoire n'est pas ce que disent les manuels scolaires. L'histoire est ce que les gouvernements ont caché pendant 40 ans, et je la révèle. Revenons à la question centrale. Que se passe-t-il si l'Allemagne construit à nouveau de l'artillerie de roquettes? Le GMARS est réel. Rheinmetall est engagé. La production commencera bientôt. Mais le GMARS tirera-t-il la leçon de Mimi la gémissante? Intégrera-t-il la guerre psychologique? Ou sera-ce juste un autre système précis, coûteux, éthique? La réponse réside dans la doctrine. La doctrine de l'OTAN est claire: minimiser les victimes, maximiser la précision, maintenir des normes éthiques. C'est juste. Mais si l'ennemi pense différemment, si l'ennemi utilise la terreur comme une arme, comment répond la guerre éthique? Israël donne une réponse possible, le roof knocking, petit avertissement avant une grande attaque, pression psychologique sans perte massive, force l'évacuation, minimise les pertes, mais atteint l'objectif tactique, c'est de la guerre psychologique dans des limites éthiques. C'est possible, mais cela nécessite de la créativité. GMARS pourrait adopter une approche similaire, non pas par le son, mais par la démonstration. Un tir de GMLRS révèle une précision, une capacité et l'impossibilité d'échapper. C'est psychologique, sans victimes massives, sans terreur, mais efficace. L'ennemi se dit, s'ils peuvent atteindre une cible avec une telle précision, ils peuvent atteindre n'importe quelle cible. Et cela engendre de la prudence, pas de la panique, mais du respect. C'est la guerre psychologique moderne, pas Mimi la gémissante, mais le même principe, appliqué de manière éthique. La différence: Mimi la gémissante voulait semer la terreur, GMARS vise la dissuasion, des moyens différents, des mécanismes psychologiques similaires. Les deux ciblent l'esprit, mais le coût demeure un problème. Un missile GMLRS coûte plus de 100 000 $. Une démonstration psychologique nécessite plusieurs tirs. On atteint rapidement des millions. La Russie tire des milliers de roquettes Grad, chacune coûtant 1 000 $. Total, des millions. Mais un volume supérieur. Les mathématiques favorisent les armes bon marché à des fins psychologiques. C'est le dilemme que le Nebelwerfer a mis en évidence en 1942 et qui persiste en 2025. Qualité contre quantité. Si l'objectif est psychologique, la quantité l'emporte souvent, parce que la psychologie dépend du volume, de la constance, de l'inévitabilité. Mimi la gémissante ne fonctionnait pas grâce à sa précision, mais grâce à sa fréquence. Les soldats l'entendaient encore et encore, un conditionnement par la répétition. Les armées occidentales modernes ne peuvent pas se le permettre. Les munitions sont chères, les stocks sont limités. On ne peut pas tirer des milliers de GMLRS pour un effet psychologique, mais l'ennemi peut tirer des milliers de grades, guerre asymétrique, non pas par la technologie, mais par l'économie. La solution? Il n'y en a pas de simple. Soit l'Occident développe des munitions moins chères à des fins psychologiques, soit il accepte que la précision ait ses limites,
soit il trouve d'autres moyens d'atteindre une supériorité psychologique, la guerre de l'information, le cyber, la propagande. Tout cela est moins cher que les roquettes et potentiellement plus efficace. Les vétérans du Nebelwerfer que j'ai mentionné, encore traumatisés des décennies plus tard, montrent le prix à long terme des armes psychologiques, pas seulement immédiat, mais tout au long de la vie. Le traitement du syndrome de stress post-traumatique coûte des milliards. Le soutien aux anciens combattants coûte des milliards. Ce sont des coûts cachés de la guerre psychologique, pas sur le champ de bataille, mais à la maison, des décennies plus tard. Si l'on calculait le coût total de Mimi la gémissante, les pertes directes, les retards tactiques, le syndrome de stress post-traumatique à long terme et les soins aux anciens combattants, on constaterait que cette arme bon marché est devenue très chère. Pour l'ennemi, c'est un retour sur investissement parfait du point de vue allemand. 200 Reichsmarks ont causé des millions de dollars de dégâts sur des décennies. Les planificateurs de la défense moderne comprennent mieux cela maintenant. Les analyses coût-bénéfice incluent les facteurs psychologiques. Mais en 1942, c'était nouveau. Les Allemands l'ont découvert par hasard. Les Alliés en ont souffert. Et les deux ont appris. La guerre est plus que de la destruction. C'est un traumatisme. Et le traumatisme coûte plus cher et dure plus longtemps que n'importe quelle bombe. GEMARS, en 2025, causera des traumatismes. Toutes les armes le font. Mais le traumatisme sera-t-il un objectif ou un effet secondaire? C'est la différence morale. Le Nebelwerfer visait le traumatisme. Mimi la gémissante était la terreur par conception. GEMARS vise des objectifs militaires. Le traumatisme est un effet secondaire, éthiquement différent, psychologiquement similaire. La victime souffre de toute façon. Cette ambiguïté est inconfortable, mais réelle. La guerre moderne tente d'être éthique, mais la guerre est intrinsèquement traumatisante. On ne peut pas l'humaniser. On peut seulement essayer de minimiser les souffrances inutiles. Mais les souffrances nécessaires, elles demeurent et elles sont psychologiquement dévastatrices. Le Nebelwerfer a prouvé que la souffrance inutile peut être tactiquement utile pour l'attaquant. C'est la sombre vérité. Et c'est pourquoi les armées éthiques ont des règles, parce que sans règles, chaque armée construirait une Mimi la gémissante. Ça fonctionne. C'est bon marché. C'est efficace, mais c'est de la terreur. Et les démocraties ne mènent pas de guerre de terreur, pas officiellement, mais les autocraties le font. La Russie le fait en Ukraine, la Chine le ferait à Taïwan, la Corée du Nord le fait toujours. La question pour l'OTAN est comment combattre la terreur sans devenir terroriste? Comment gagner éthiquement contre des ennemis non éthiques? La réponse est difficile, et parfois impossible. C'est la partie finale classifiée. Le Pentagone l'a admis. En interne, parfois il faut choisir le champ de bataille. Contre des ennemis non éthiques, on ne peut pas toujours gagner éthiquement et protéger des vies. Il faut choisir principe ou victoire. La plupart du temps, l'Occident choisit les principes et paie avec du sang. Mais l'Occident gagne à long terme parce que les principes recrutent la terreur aliène. C'est la différence stratégique. Le Nebelwerfer a gagné des batailles, mais l'Allemagne a perdu la guerre. Pourquoi? Parce que la terreur unit les ennemis. Mimi hurlante a mis les soldats alliés en colère, pas seulement effrayés, aussi en colère, et la colère motive, à long terme. La terreur du Nebelwerfer a motivé les troupes alliées à se battre plus durement, pour la vengeance, pour la justice. C'est le prix caché des armes de terreur, efficaces à court terme, contre-productives à long terme. GEMARS évite cela. La précision évite la terreur inutile. Les victimes sont militaires, pas civiles. La colère reste limitée. La motivation reste contrôlée. C'est stratégiquement intelligent, même si tactiquement plus coûteux. À long terme, l'éthique gagne. Parce que l'éthique bâtit des alliances, et les alliances gagnent les guerres.
C'est la leçon finale de Mimi la gémissante. La terreur gagne des batailles, perd des guerres. Le Nebelwerfer était tactiquement brillant, stratégiquement stupide. L'Allemagne a effrayé le monde, et le monde s'est uni contre l'Allemagne. Mimi la gémissante a transformé les ennemis en vengeurs, et les vengeurs ne s'arrêtent pas tant que le terroriste n'est pas vaincu. En 2025, l'Allemagne comprend cela. GMARS n'est pas une arme de terreur, c'est une arme de défense, standard OTAN, éthique, précise. C'est la transformation de Mimi la gémissante à GMARS, de la terreur à la dissuasion, de la tactique à la stratégie. L'Allemagne a appris la dure leçon. Les avantages tactiques à court terme ne signifient rien sans la sagesse stratégique à long terme. Rheinmetall construit des systèmes de missiles en 2025 pour la défense, pas pour la terreur. C'est la différence, c'est le progrès. Mais l'histoire demeure. Mimi la gémissante reste dans les mémoires, comme un avertissement, comme une leçon, comme un symbole du prix de la terreur. Les vétérans alliés qui ont survécu à Mimi la gémissante sont presque tous morts, mais leurs témoignages demeurent dans les archives, dans les interviews, dans les documents déclassifiés. Et ils disent tous la même chose. Le bruit était pire que l'explosion. La peur était pire que la mort. Le souvenir reste éternel. C'est le véritable prix de la guerre psychologique, pas les pertes immédiates, mais les cicatrices éternelles, dans l'esprit, dans le cœur, dans l'âme. Mimi la gémissante a tué des centaines de personnes, mais elle en a blessé des milliers d'autres, psychologiquement, à vie. Et c'est pourquoi les armées éthiques modernes évitent la terreur, pas par faiblesse, mais par sagesse. GMARS 2025 contre Mimi la gémissante 1942. Précision contre terreur, éthique contre efficacité, chair contre bon marché. Mais les deux sont de l'artillerie roquette, les deux sont allemands, les deux définissent des époques. La différence est que, en 1942, on visait la terreur. En 2025, on vise la défense. La technologie revient, mais la philosophie s'est transformée. Et c'est peut-être la leçon la plus importante. La technologie est neutre. La philosophie décide. Le même Nebelwerfer pouvait lancer de la fumée ou des roquettes. La fumée sauve des vies. Les roquettes les prennent. Le choix définit la morale. Le GMARS peut frapper avec précision ou terroriser massivement. Le choix appartient à l'OTAN. Et l'OTAN choisit la précision. C'est le progrès, mais la tentation demeure. Dans des situations extrêmes, les commandants se demandent « et si nous utilisions la terreur, juste cette fois ?» juste pour gagner. Cette question, les commandants alliés se la sont posée en 1945, Dresde, Tokyo, Hiroshima. La terreur a gagné. Rapidement, mais à quel prix? Moralement, stratégiquement. Le débat continue encore aujourd'hui. Mimi la gémissante soulève cette question. Quand la terreur est-elle justifiée? Jamais, parfois. Toujours quand ça marche. Les démocraties disent « jamais », sauf en dernier recours. Les autocraties disent « toujours, si ça sert ». La différence définit la civilisation contre la barbarie. GMARS est civilisé. Nebelwerfer était complexe, arme de terreur contre des soldats, pas des civils. Éthiquement gris, pas aussi noir que les bombardements stratégiques. Mais pas aussi blanc que les frappes aériennes précises. Mimi la gémissante existait dans une ambiguïté morale, et c'est là que restent beaucoup d'armes de guerre. La question finale est, le monde a-t-il appris de 1942? Partiellement. La guerre psychologique est reconnue, mais contrôlée. Des limites éthiques existent, mais sont testées. La technologie se développe, mais l'humanité demeure. L'équilibre est fragile, mais existant. Rheinmetall GMARS 2025 contre Junkers Nebelwerfer, 1942. Les deux sont de l'ingénierie allemande appliquée à l'artillerie roquette. Mais le monde entre les deux s'est transformé.
de la guerre totale à la guerre limitée, de la terreur à la dissuasion, de la barbarie à la civilisation, pas parfait, mais mieux. Et c'est l'espoir. Chaque génération apprend. Nebelwerfer a enseigné que la terreur fonctionne. Gemars enseigne que la précision est meilleure, à long terme. Stratégiquement, moralement, la leçon a duré 80 ans. Des millions de morts, d'innombrables traumatisés. Mais la leçon a été apprise. Mimi la gémissante hurlait au-dessus de la Normandie en 1944. Le bruit a terrorisé une génération. Mais il a appris à la suivante. La terreur n'est pas une stratégie, c'est une erreur. À court terme, séduisante. À long terme, autodestructrice. L'Allemagne en a payé le prix. Le monde a appris la leçon. Et en 2025, l'Allemagne construit à nouveau des roquettes, mais cette fois pour la défense, pour la PX, pour l'OTAN. C'est la transformation, c'est l'apprentissage, c'est l'espoir. Qu'en pensez-vous? Rheinmetall Gemars 2025 contre Nebelwerfer 1942. La terreur psychologique est-elle moins chère et plus efficace que la précision moderne? Ou le monde a-t-il appris que l'éthique gagne à long terme? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Et si vous appréciez cette analyse historique profonde, si vous voulez en savoir plus sur les vérités cachées de la guerre, abonnez-vous à la chaîne. Parce que l'histoire n'est pas ce que les manuels scolaires enseignent. L'histoire est ce que les gouvernements ont classifié pendant 40 ans, et je la révèle au grand jour.